Bonjour tout le monde. Vous nous entendez bien? On va essayer de faire ça à bonne franquette, bien relax ce matin. Je vous présente François Girard, metteur en scène extraordinaire et réalisateur. Puis on est là pour parler de François, fait que je ne parlerai pas de moi aujourd'hui, mais j'étais dans la gang pendant la pandémie qui a aidé à créer le Lab 7. Et Supply and Demand est une compagnie partenaire des 7 doigts, donc on est dans la grande famille ici aussi. On commence avec un petit vidéo, hein, introduction. Florian, on peut lancer le vidéo? Bon, ben, à la croisée des arts de la scène et de la technologie créative. Première question, espèce d'héritage ou la passation entre le théâtre, le cirque et le cinéma, comment ça a évolué tout, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de technologie dans le cinéma, il y a une mission précise, mais il y a tout un processus, un workflow différent. Bon matin d'abord. Le cinéma, en fait, c'est pas l'art. Au moment où j'ai commencé, c'était pas l'art le plus technologique. Moi, j'ai commencé
en vidéo d'art, en fait. Et ça l'était un peu plus. On avait les... je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui connaissent Prime Vidéo, début des années 80, les arts multidisciplinaires. Alors moi, c'est comme ça que j'ai commencé, avec les doigts des machines, faire du montage, enseigner le montage. C'est aussi le début, c'est l'arrivée des ordinateurs, carrément le début des années 80. On écrivait du DOS, puis on essayait on écrivait nos petits programmes. Et puis, tranquillement, de l'art vidéo avec des installations, de travail très expérimental, tranquillement vers le cinéma, qui, lui, de mon point de vue, à ce moment-là, l'était moins, en fait, parce que tu mets du film dans la caméra, tu l'envoies au labo, puis après ça, tu le montes. On était les premiers à monter en vidéo jusqu'à nous, jusqu'à ma génération, les gens avec qui on travaillait. On était les premiers à Montréal à monter d'abord en 3/4 de pouce, et puis plus tard en non linéaire. Et puis, il y a eu tout le chemin des 40 dernières années qui s'est fait. Et puis après ça, retour, je suis passé du cinéma, je suis arrivé au théâtre, en fait, à 7 heures, à l'opéra d'abord, puis au théâtre ensuite, et par la suite, le Cercle du Soleil. Donc ça, c'est arrivé plus tard. Donc, oui, la technologie, sous toutes sortes de formes, de toutes sortes de façons, accidentellement, mais parfois intentionnellement, en se mettant on a fait des installations où on écrivait des programmes custom avec toutes sortes de pirouettes technologiques, jamais très, très, très avancées, mais quand même, on est le travail s'accompagne toujours d'une coexistence avec la technologie. Et puis, et de plus en plus aujourd'hui, mais peu importe, dans toutes les circonstances, je pense qu'il y a technologie ou pas, on est toujours ramené aux questions les plus importantes, les questions de base, qui est qu'est-ce qu'on a à dire, qui est là pour le dire, puis qui est là pour l'écouter. Fait que même si on essaie de s'échapper très loin dans la technologie, on est toujours ramené aux questions que se posaient Shakespeare et les autres, qui, eux, n'avaient pas de technologie. Donc, la technologie n'est pas un échappatoire, c'est un moyen parfois d'attendre, de remplir des plus grandes salles, d'augmenter les spectacles, mais on doit quand même se poser des questions de base. Très bien. L'intégration de ton travail de cinéma en vidéo, quand vient le temps d'arriver sur la scène, comment tu vis ce workflow-là, cette passation-là? Comment le médium du vidéo ou du cinéma te sert dans le propos théâtral ou même à l'opéra, qui amène toutes ces contraintes aussi? C'est-à-dire, au départ, quand j'ai commencé à faire ça a commencé avec Oedipus Rex en 98. J'ai fait mon premier travail de scène qui était suivi. Oedipus Rex, c'est un opéra de Stravinsky, Cocteau, avec pas mal de monde sur la scène, je ne sais pas, 120 ou 130 personnes. Par la suite, un one-man show avec Pierre Lebeau au Katsu. Après ça, on continue. Au départ, je ne voulais rien savoir je ne voulais pas voir de caméra, je ne voulais pas voir de projecteur, je voulais voir rien de tout ça. En fait, pour moi, c'était un échappatoire, justement, de revenir à ce que le théâtre pouvait faire, que le cinéma ne pouvait pas faire. Et puis, ça ne m'intéressait vraiment pas. C'était une façon de m'échapper moi-même du médium dans lequel j'avais grandi. Et puis, tranquillement, pas vite, alors en faisant un et l'autre, un est devenu l'autre et l'autre est devenu un. Puis là, aujourd'hui, tout ça se mêle. Et puis, il faut dire, vous avez vu, le dernier extrait, c'est Parsifal de Wagner au Met. Et ça, on a un écran, l'écran sur scène est plus grand que la plupart des écrans de mes premières de films. Puis ça dure 5 heures. Fait que là, on a une partition visuelle importante, on est dans de la projection importante, puis un paysage émotionnel, une peinture, une toile qu'on développe sur 5 heures, qui fait partie intégrante du spectacle, l'écriture du spectacle. Vous avez vu aussi des images de Zarkana, qui est joué à New York, à Moscou, à Vegas. Zarkana a été conçu pour le Radio City Musical, qui est un espace qui n'est pas vraiment... C'est un espace très difficile, d'abord parce qu'il est très grand. 6000 places devant une scène de 100 pieds d'ouverture de scène. Donc là, d'ailleurs, au début de Radio City, les premiers spectacles se sont pétés la gueule parce
parce que, justement, la performance humaine était perdue dans un si grand espace, jusqu'à temps que Roxy invente les Rockets, puis qu'il y a 40 filles qui lèvent la patte en même temps. Il a inventé le geste, un grand geste, le line-up, le chorus line, qui a permis à une performance humaine d'être visible sur cette scène-là. Nous, quand on arrive avec le cirque à Radio City, ce problème-là, on le connaît bien, on le voit bien, c'est le challenge principal, c'est ça. Parce qu'au cirque, vous le savez, la plupart d'entre vous je pense qu'à peu près tout le monde ici était impliqué d'une façon ou de l'autre avec la performance humaine. Parfois, c'est une seule personne. Et puis, dans Arcana, comme dans les autres spectacles du cirque ou des 7 doigts, il y a des moments où on a des numéros plus intimes, des numéros solitaires. Et là, tu as un seul acrobate, une jongleuse au milieu de cet espace qui est trop grand. On s'est servi de la vidéo pour faire de la convergence, on va dire, des espèces d'effets de parabole. Donc, on avait construit des arches qui permettaient de faire des images qui renvoyaient constamment à cette performance qui était au centre, de donner une façon de créer un gros plan, en fait. Parce que le gros plan au théâtre, il est possible. Quand je suis arrivé au théâtre, c'est la première chose que je me suis posée comme question. Étonnamment, je me suis adapté très vite parce que je me posais toutes sortes de questions à l'opéra. J'arrive là, première répétition, et puis je me suis rendu compte que le travail est très similaire à celui du cinéma. C'est de la mise en scène. Il y a des gens qui bougent. La caméra, c'est le spectateur, puis on fait un plan séquence d'1h30 où la caméra ne bouge pas. Ce qui a été le plus dur dans un premier temps, c'est de ne pas avoir de gros plans, de ne pas pouvoir couper en longue focale pour aller se rapprocher des personnages. Alors là, on développe au théâtre, on développe des gros plans, des façons de faire des gros plans. Par exemple, cette fois-là, ma première réponse a été, si on veut qu'un individu soit visible et en foyer, ben on demande à tous les autres qui sont sur la scène de le regarder, puis ça y est, on a un gros plan. Donc, c'est des petites techniques comme ça, très simples. Mais dans le cas de Radio City, ça prenait plus que ça. Ça prenait une vidéo très, très active avec un décor. Avec Stéphane Roy, on a construit un décor qui était vraiment un décor pour rescaler la scène, puis ramener 6000 spectateurs. Là, la dernière rangée au 3e balcon, là, c'est très, 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 très loin. Donc là, on a à peu près toutes nos astuces de scène, de décor, de vidéo allaient dans cette direction-là de recentrer la performance humaine. Ce qui était très bien effectué, là, en fait, la multiplication des personnages, l'utilisation du trompe-l'œil, tu es devenu maître sur ce spectacle-là. Oui. Oui, ben en fait, c'est drôle qu'il pose la question parce qu'on travaille ensemble sur un projet où on fait exactement ça. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, c'est un truc qui m'intéresse, c'est-à-dire si dans un premier temps, si je n'étais pas intéressé d'avoir de projecteurs puis de caméras, ben là, plus maintenant, je pense que là, je suis rendu à l'étape de les réconcilier, de les remettre ensemble. Là, la rencontre entre les deux m'intéresse. Et parfois, que ça m'intéresse ou pas, elle est nécessaire. Dans le cas de Radio City, c'était ça. Et là, quand on commence à faire ça, ce qui est intéressant, c'est de blurrer, de flouer la frontière entre un et l'autre. Et puis, bon, Arcana, c'est beaucoup ça qu'on a fait, mais on l'a fait dans d'autres circonstances aussi. Je pense que je vois ça dans le travail des 7 doigts. Je ne suis pas le seul à faire ça, évidemment. Mais ça m'intéresse. C'est-à-dire que quand l'œil du spectateur, quand un spectateur regarde, on a fait plusieurs tableaux dans Arcana où le but était justement de tromper l'œil, où on ne sait plus trop ce qui est live, ce qui est préenregistré, ce qui est projeté. Et puis quand on arrive à tromper l'œil, ben là, il y a toutes sortes de choses intéressantes qui peuvent se passer. À commencer par la multiplication des personnages, mais surtout créer des effets qui appartiennent ni au théâtre, ni au cinéma, mais plutôt à leur rencontre. Je vais passer à un autre milieu parce que tu es musicien aussi. Je suis toujours curieux, moi, l'expérience opératique avec l'orchestre, avec la musique live, cette passation-là dans un contexte de pas de band. Est-ce que tu penses que
la musique aujourd'hui, l'intégration musicale, le développement musical a un gros impact sur l'appréciation de la musique. Moi, il y a un grand sage qui m'a dit un jour que la musique, c'est 50% de l'expérience. Ouais, ça, c'est un truc. Je pense qu'il y a plusieurs ici, les gens qui pratiquent le métier, en général, sont moins d'accord. La moitié de la magie, quand on regarde un film, quand on regarde une pièce, quand on va voir un spectacle des 7 doigts de la main, la moitié de la magie est dans les oreilles. Par contre, il n'y a pas la moitié du budget, il n'y a pas la moitié de l'attention, puis il n'y a pas la moitié de la compréhension. Au Cirque du Soleil, alors que le mix, on avait des systèmes incroyables, le V-Raz et compagnie, mais pour signer un mixeur, un ingénieur de son qu'on désire, il n'y a personne qui était vraiment intéressé à faire ça à l'avance. Il n'y a personne qui comprenait l'importance de ça. Au cinéma, c'est la même chose. L'argent va dans l'image, l'attention va dans l'image, la préparation va dans l'image, puis un jour, on fait du son, puis tout le monde se demande pourquoi on fait un son libre, alors que c'est tellement important. Donc, cette balance-là entre les deux, elle est pour moi, à conserver, à trouver toujours. Évidemment, tout le monde ici, si on demande souvent, on m'a posé la question, oui, monsieur, la musique est tellement importante pour vous, mais trouvez-moi un metteur en scène dans le monde entier qui va vous dire que la musique n'est pas importante. Maintenant, de jouer la musique, c'est une chose, mais de mettre en scène la musique, de mettre en scène le son, de le traiter, de donner la même importance au son qu'on donne à l'image, de la même attention, ça, c'est plus difficile. Je pense qu'entre autres, parce qu'on est dans une culture visuelle, parce que notre langage est visuel, c'est tellement plus facile de parler d'image que de parler de son ou parler de musique. En fait, en général, la meilleure façon d'échanger sur la musique, c'est de se la faire entendre parce que les mots sont extrêmement trompeurs quand on rentre dans cette zone-là. Il y a un autre aspect. Quand je suis arrivé au cirque, contrairement à Franco, qui, lui, cachait ses musiciens dans toutes sortes de sous-sols puis de balcons éloignés, moi, j'ai toujours trouvé que un guitariste qui joue ou un batteur qui joue, c'est une acrobatie aussi, c'est une performance humaine. Alors moi, j'ai toujours ramené les musiciens au centre. Les bandes dans Z étaient carrément dans le prime real estate du set, toujours visibles. On avait juste à les allumer, puis ils étaient là. Puis souvent, on les amenait sur scène parmi les acrobates. Et puis, si on pouvait faire jouer les acrobates, chanter les acrobates, faire de la percussion avec les acrobates, on le faisait. Donc, oui, puis bon, tout ça, ça peut se traduire à l'opéra aussi, mais... Je trouve ça super intéressant, puis c'est quelque chose qu'on oublie même à même l'élaboration du lab, où, quand on pense à toutes les discussions, on peut être tanné ou pas, là, mais du métavers et du multivers, de la production virtuelle, l'élément musical est beaucoup moins intégré dans nos projets de recherche, puis je pense que ça devrait être une mission du lab d'intégrer ça. Petite parenthèse. Parlons de What's Next. Tu sais, là, tu parlais d'un projet qu'on est en train de développer, mais comment tu vois l'évolution rapide du monde vidéo, de l'intégration VFX, du temps réel dans le travail de mise en scène dans les prochains projets? C'est clair qu'il y a beaucoup d'avancées technologiques présentement. 7 doigts, comme d'autres compagnies, en font bon usage. Il y a énormément de choses qu'on peut faire dans l'interactivité, et puis dans les... Bon, surtout quand on a un peu plus de moyens, on peut s'éclater. Mais encore une fois, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de faire des grandes images, des grands tableaux. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est... Depuis que j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai alterné des spectacles qui étaient un peu comme Parsifal. Je viens de faire un Lohengrin au Bolshoi. Il y avait 185 personnes sur scène. Alors là, on est dans la grosse machine avec des musiciens, sans compter les musiciens, sans compter donc on se ramasse avec un cast de facilement 300-350 personnes. Mais il y a un moment où ce qui m'intéresse, c'est de retourner à des one-man shows. J'en ai fait 3, j'en ai un 4e en marche, de retourner à toute la petite forme. Puis je pense que c'est important d'alterner parce que dans la grande forme, on peut se perdre, on peut oublier les choses essentielles. Quand on retourne dans la petite forme, là, on est nu, on est sans effets spéciaux, on est sans artifice.
Puis là, on est obligé de répondre aux questions les plus importantes, puis comme ça nous ramène un peu les pieds sur terre pour ce qui est de l'essentiel. Parce que même dans les grands spectacles, ces questions-là sont tout aussi importantes. 500 figurants n'amélioreront jamais la mauvaise performance d'un acteur devant la caméra. ça commence là, puis après ça, on peut développer dans le reste, mais dans la grande forme, on peut facilement oublier l'essentiel, puis c'est ça, je pense que c'est important de retourner au petit tableau. Parlant du Bolchoï, veux-tu nous expliquer un peu ton principe, l'agence du metteur en scène? Oui, il s'est passé un petit peu... il s'est passé une chose un peu particulière au Bolchoï. C'est un projet, en fait, c'est une coproduction. Lohengrin, c'est mon 4e Wagner. C'est en coproduction avec le Met. Donc, c'est une coproduction New York-Moscou. Et bon, pour vous donner un petit peu de background, le Bolchoï, en Russie, il y a 2 grandes maisons d'opéra. Il y a le Mariinsky et il y a le Bolchoï. Le Mariinsky, traditionnellement, est ouvert au répertoire étranger, aux metteurs en scène étrangers, aux chanteurs étrangers. Alors que le Bolchoï, c'est comme le théâtre national qui, lui, traditionnellement, est dans le répertoire russe avec des metteurs en scène russes et des artistes russes. Et depuis 5, 6, 7 ans, il y a un nouveau directeur, M. Ourin, Vladimir Ourin, qui est, lui, a voulu pratiquer une politique d'ouverture. C'est-à-dire que Wagner, par exemple, sur cette scène-là, n'a pas joué depuis 1963. Lohengrin n'a pas joué depuis 1936. Donc, tout ce répertoire-là est absent de la scène historique du Bolchoï. Et lui, dans son effort de ramener tout ça, va inviter des metteurs étrangers, dont moi. Fait que là, j'arrive là-bas. J'arrive en fait en même temps qu'Omicron. On était dans le même vol. Et puis, je pense que pendant 7 semaines, j'ai jamais eu des 185 artistes sur scène. Je pense que j'ai jamais eu plus que la moitié. Là. Ils étaient tous à la maison ou chez le docteur. Et puis finalement, dans la dernière semaine, on a fini par rassembler tout le monde. Donc ça a été une bataille où on s'est serré les coudes. Donc la volonté d'ouverture avec des metteurs en scène étrangers s'est manifestée par une vraie solidarité qui était fabuleuse. Et puis on a gagné notre pari, sauf que le jour de la première, c'est le jeudi 24 février 2022, le jour de l'invasion. Alors là, dans la salle, il y a une bonne part d'Ukrainiens parmi les Russes, dans l'orchestre aussi, dans le chœur. Ma soprano qui chante Elsa est ukrainienne. 1 minute avant que le rideau lève, elle me pleure dans les bras parce que sa mère, sa sœur sont à Kiev. Donc là, on est dans une espèce d'événement très particulier. On a une première extraordinaire. Puis là, évidemment, bon, à ce moment-là, moi, je ne suis pas tellement dans la conscience de l'invasion. Je suis dans ma propre invasion à moi. Là. On est en train d'envahir Bolchoï pendant que Vlad a envahi l'Ukraine. Donc, ce soir-là, l'énergie de cette première-là, c'est la plus belle chose que j'ai eue en carrière, mais dans un premier temps, je pensais que c'est parce que c'était nous autres. J'ai pris ça, je me suis dit, je suis bon, c'est fantastique. Mais pour me rendre compte qu'on a été en fait le véhicule d'une énergie de théâtre. Puis moi, la leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est que le théâtre, sous toutes ses formes, y compris le théâtre dans le sens des gens qui se rassemblent dans le noir pour voir des gens sur scène, ou pour voir un écran, ou pour voir du cirque, ou pour pouvoir entendre une chanteuse d'opéra, c'est un geste d'empathie, c'est un geste d'humain qui se soucie d'autres humains. Donc, nous, les gens du spectacle, du théâtre, du cinéma, on est des artisans de l'empathie. C'est ça qu'on fait dans la vie. La matière première de notre travail, c'est ça. Et ce jour-là, en fait, c'est quelque chose qui, comment je dirais, on a un peu cette intuition-là. Vous allez être d'accord avec moi là-dessus, je suis sûr. Mais ce soir-là, le rappel a été brutal et intense parce que, par opposition, en fait, parce que de l'autre bord de la rue, on va à la guerre par absence d'empathie. La guerre, c'est exactement l'inverse.
Ah, donc, soudainement, par contraste, dans la circonstance, c'est comme si on m'avait rappelé au rôle premier de ce qu'on fait, du théâtre, qui est un rôle de rassembleur, et un rôle d'empathie, d'être humain qui se soucie des autres êtres humains, qui crient des ponts, qui se demandent si la madame elle va tomber du fil de fer, ou si des amoureux vont se retrouver au cinéma, ou si la soprano va se rendre au bout de son aria. Mais c'est ce courant-là qu'on nourrit. Et puis l'événement du 24 février, c'est ce que ça m'a rappelé. J'ai pas mal écrit là-dessus, pas pour publier, mais comme en thérapie. Je suis en thérapie depuis ce temps-là. Mais ça a été l'occasion de creuser cet aspect-là des choses, puis je pense que ça va éclairer mon travail pour la suite. Puis écoute, je trouve ça tellement magnifique, puis on pourrait aller loin dans tous les principes essentiels à François pour la mise en scène, mais ultimement, c'est l'objectif qu'on devrait garder en tête quand on parle de technologie. Ça ne disparaît pas, l'agence de l'empathie, et c'est ça qu'on amène, c'est ça qui est important de mettre de l'avant, puis tout ce qui est en arrière, ben, ça l'amène à pousser ça. T'sais. Je ne sais pas si tu veux qu'on passe aux questions tout de suite ou... La partie du fun. On peut parler longtemps encore, mais on peut vous intégrer dans la discussion aussi. Est-ce quelqu'un qui aurait des questions? Vous avez le droit d'applaudir. Faut pas être gêné, là. On est là pour discuter. C'était une discussion. Vous êtes venus ici pour discuter, pas pour écouter. Bon, d'accord. Bonjour. Je voudrais savoir, dans votre processus de création et de préparation de vos productions, est-ce que malgré toutes ces technologies, vous commencez tout de même avec un papier, un crayon, une gomme, pour concevoir ce que vous voulez faire, même si ça finit par compter 150 ou 300 personnes? Oui, ben, en fait, il y a papier, crayon, WordPerfect, pas WordPerfect, mais Word, un écran d'ordinateur, un clavier. Il y a une grande partie, du travail de mise en scène qui est dans la solitude, en fait, qui est dans la recherche d'un sujet, dans des lectures, dans de l'écriture. Moi, j'ai aussi, dans cette solitude-là, mon premier compagnon, c'est un dramaturge, Serge Lamotte, qui est un écrivain québécois, romancier. Serge est de toutes mes productions, que ce soit à l'opéra comme dramaturge ou au théâtre comme écrivain, traducteur ou adaptateur. Donc, ça devient une discussion à deux. Parfois, à l'opéra, par exemple, les parcours sont très longs, ça peut prendre 2 ou 3 ans plus tard, ça devient une discussion à 3 ou à 4. Puis un peu plus tard, ça devient une discussion à 7. Puis très vite, ça devient une discussion à 300. Donc, mais la majorité du parcours est solitaire. Ça se fait dans le silence, dans la nuit, avec un bout de papier ou un clavier d'ordi. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous mettez à jour sur les technologies et est-ce que vous essayez de pousser les technologies à travers vos productions, vos créations? Ben, encore, c'est rarement un a priori, c'est rarement un premier objectif, mais ça, en fréquentant des gens comme Olivier, non, il peut arriver qu'il y a des prémices technologiques. Vaisseau fantôme qu'on a fait au Met avait un principe de motion capture. Donc, je n'ai pas la prétention, moi, de briser des barrières technologiques, là, mais en même temps, je pense que sur mon parcours, j'ai quand même j'ai appris à apprivoiser les technologies vidéo. J'ai passé bien du temps dans des studios computer graphique. J'ai fait mes films en computer graphique. Puis en fréquentant des gens comme Olivier Goulet, ça finit par... Et d'autres, j'ai par exemple Peter Flaherty qui a beaucoup collaboré avec moi, qui est un expert de AR, VR.
Alors, moi, je ne suis pas expert, mais je suis exposé quand même à tous ces courants-là. Donc, parfois, ça peut devenir une inspiration. Parfois, ça peut devenir un intérêt. AR, VR, ça m'intéresse. Tout ça m'intéresse. Le cinéma change. Le cinéma, en particulier dans les dernières années, a changé. Moi, je dis, ben oui, changeons. Puis, je me pose la même question que tout le monde. Ça va où? Qu'est-ce qui nous réserve les prochaines années? Je suis aussi l'observateur de ce qui se passe présentement. J'ai une tendance à revenir. Je vous disais tout à l'heure que j'ai commencé dans la vidéo d'art. Fait que moi, j'ai un courant un peu expérimental, underground, même que dans mon travail, les fois où je suis allé mainstream, ça a moins bien fonctionné pour moi. C'est plutôt quand je travaille dans des formes inusitées que j'ai plus de succès. Et là, ce qui se passe avec le cinéma et les streamers, c'est depuis 3-4 ans, on voit toutes sortes de choses intéressantes qui se passent, mais il y a la marge diminue. Il y a un très fort mouvement vers le mainstream. On a beaucoup réduit la palette. Donc là, on est dans une espèce de production plus uniformisée, plus normalisée, qui fait que je m'intéresse de plus en plus au théâtre. Je peux rajouter une image plus de mon point de vue qui est au service d'une mise en scène. Souvent, ça vient d'un objectif qui est une image narrative ou qui est une image qui va être au service du show, un moment mémorable, comme François dit si bien. Puis, peu importe comment on se rend là, souvent avec l'usage de la technologie, puis quand on parle de technologie, c'est pas juste les médias, la vidéo, là, ça peut être l'automation, ça peut être plein de choses. François parle ben, il n'en parle pas aujourd'hui, mais on parle souvent de l'ouverture de Z, entre autres, qui est une image assez complexe à produire, qui se passe en quoi, 9-10 secondes, bien ça, il a affiché l'objectif visuel, l'émotion qu'il faut ressortir, puis pendant 2 ans, bien, l'équipe était au service d'accomplir ça. La réflexion n'était pas sur la technologie, la réflexion était sur ce que les visiteurs, les gens dans le théâtre allaient avoir comme expérience. Donc, je ne pense pas que jamais, en tout cas, c'est une erreur de penser qu'on va intégrer une technologie puis ça va être ça l'objectif. C'est l'empathie, c'est ce qu'on donne après. En fait, si l'empathie grave les cœurs, la mémorabilité grave les cerveaux. Moi, je dirais, on vit tous. Dans la dernière semaine ou dans la dernière année, ici, la moyenne de consommation de films, de lecture, d'Internet, de présence en Internet et autres. On est saturé. Si je regarde, par exemple, mes années éveillées, là, depuis que je suis de mon adolescence jusqu'à maintenant, la courbe de densité est énorme. Ce à quoi on est exposé il y a 50 ans ou 40 ans, puis ce à quoi on est exposé dans une semaine, dans une année maintenant, c'est énorme. Le travail de l'artiste aujourd'hui, c'est aussi d'échapper à cette hyper-saturation, d'arriver à poser des gestes dont on se rappellera. Parce que si on a vu, je ne sais pas combien, de centaines d'heures de visionnement j'ai pu faire cette année, si vous me demandez ce qui reste au bout de l'année, ça se compte par milliers. Il reste les choses qui m'ont frappé, qui ont vraiment gravé. Alors notre travail, c'est de faire 1h30 d'un beau spectacle où les gens retournent à la maison heureux, mais c'est de laisser dans les cerveaux des traces qui vont durer. Et ça, parfois, ça nous échappe, c'est-à-dire on va poser des gestes plus ou moins, une mise en scène plus ou moins inconsciente. Et puis, des gens se rappelleront de ça sans qu'on pense que ça puisse les marquer de cette façon-là. Mais il y a aussi une mémorabilité qu'on peut fabriquer ou sur laquelle on peut travailler. Ce à quoi faisait allusion Olivier, c'est le tout début du vidéo que vous venez de voir, le ravalage du vortex de Z. Alors ça, c'est 6000 mètres carrés de tissu ravalé en 9 secondes. Il y a de la technologie, il y a du monde partout dans la grille. C'est un geste énorme. Par exemple, au cycle, je me rappelle plusieurs exécutifs qui me demandaient oui, mais François, tous ces efforts, tout cet argent pour 9 secondes, la mémorabilité n'a aucune relation avec le temps. On peut graver un cerveau en 1 seconde ou en 10 minutes. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est que la gravure
dur, c'est les 20 ans. Si quelqu'un vous arrête dans la rue pour vous parler d'une chose que vous avez mis en scène il y a 20 ans, si quelqu'un se rappelle d'une image que vous avez produite, si quelqu'un se rappelle d'une phrase ou qui est capable de vous citer, si un poète est cité 100 ans plus tard, ça, c'est le vrai travail, ça, c'est la mémorabilité. Là, on est dans un geste de pérennité, dans un geste qui laisse des traces. Et au-delà de vendre des billets puis de faire des modèles d'affaires qui fonctionnent, c'est important aussi, sinon on ferait autre chose, on serait peut-être on conduirait peut-être une voiture Uber, mais là, on a le privilège de travailler au théâtre, de travailler au cinéma. Et la première responsabilité, au-delà de vendre des billets puis de faire que le modèle fonctionne, c'est de graver des cœurs, graver des cerveaux. À moi, là? Oh my God. Bon matin, merci. Moi, je suis productrice d'un show de danse contemporain transmédia. Allô? Et justement, on a cette volonté justement de graver des cœurs à travers, oui, l'utilisation de IP technologiques propres, puis vraiment refléter sur le monde du travail, puis justement cette saturation-là. Mais est-ce que, comment on peut faire pour se rendre là où François Girard est aujourd'hui? Comment on peut... c'est quoi les étapes? C'est très concret là, comme question, mais nous, on aspire, le collectif Beats, on aspire à se rendre là. Comment? Drôle de question, parce que en fait, moi, je n'ai pas l'impression d'être rendu nécessairement plus loin que... Je pense qu'à moi, je dirais... Je suis un peu là, moi, à me poser cette question-là. Pourquoi on fait les choses et de la nécessité de se mettre en danger, en fait, de ne pas rester dans des formules acquises, puis comment... parce que, essentiellement, je ne crois pas que ma flamme soit plus à l'abri que la tienne. Moi, dans ma vingtaine, disons, on a tous nos succès, nos échecs. Je me rappelle de mes premiers succès. J'ai eu la conscience assez tôt que c'est le fun, là, vendredi soir, une belle critique dans le journal, là, mais c'est de durer qui est difficile. Et puis ça tient... la création, je pense que... Souvent, j'ai l'image d'une flamme, une bougie qu'on tient dans sa main, puis il vente tout le temps. Il y a des gens qui veulent l'éteindre en plus. Fait que là, il faut la protéger, puis elle est aussi fragile aujourd'hui qu'elle l'était il y a 30 ans, où je ne crois pas que ma bougie soit à l'abri de quoi que ce soit. Au contraire, je me questionne souvent sur l'état des choses. Puis il travaille fort, François. Oui, absolument. S'il n'était pas de dessin, il m'appellerait à 7 h du matin, si ce n'est pas 5 ou 6. Puis la fin de semaine, mais bon. Merci. Bonjour. Je voulais peut-être revenir sur l'idée que vous avez mentionnée, que vous voulez avoir des moments mémorables et c'est pas une question de coût, de temps, mais ça serait intéressant de savoir dans votre espace si c'était possible d'élaborer sur les contraintes de temps ou budgétaires, si ça change vos idées à long terme ou si vous avez un deadline, est-ce que ça modifie votre vision initiale de votre projet? Oui, bien là, bon, si tu poses un peu la question des contraintes ou de... Souvent, ben, les contraintes, les problèmes de budget, les échéances trop serrées, ça devient souvent des motivateurs. Parce que... Et aussi, moi je dirais, on a vu ça dans la pandémie. On a vu ça pendant la pandémie. Bon, il y a eu beaucoup de mauvaises expériences, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas aimé voir, là, mais soudainement, on ne peut plus être... 50 dans un studio, soudainement, on ne peut plus être 60 ou 2 ou 5 sur une scène. On ne peut plus être dans un... Alors, tout le monde s'est mis à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire. Et de cette question-là, comme la contrainte est devenue tellement forte, ça a souvent donné lieu à des créations fortes. Et si on va se tutoyer, si je te dis, tu as accès à un budget illimité, tu peux le faire dans la langue que tu veux ou pas de langue du tout, dans le médium que tu veux, dans l'échéancier que tu veux. Je
te donne 1 an pour arriver à la conclusion que tu n'arrives à rien parce que si les possibles sont trop grands, puis qu'il n'y a pas de contraintes extérieures, puis qu'il n'y a pas de déterminants, ben, on se perd, on s'y perd. Si soudainement, ça va être un one-man show, il faut le faire pour le mois de septembre, puis il y a 23 000 $ pour le faire. Là, il y a de quoi travailler, là, il y a de quoi réfléchir, puis on sait, ça oriente le travail. Si le trou de l'aiguille se rapetisse, ben, la cible se rapetisse et la pensée se concentre. Donc, les contraintes sont bonnes, puis elles ne disparaissent pas. En fait, ces contraintes-là, plus les budgets sont gros, plus elles sont fortes. Plus il y a de l'argent, plus qu'on parle d'argent. Fait qu'il y a un moment, c'est le fun de revenir dans des projets où on n'a pas besoin de parler d'argent. On voit ça souvent au cinéma aussi, des gros films, gros budget, avec un seul objectif, c'est le wow, mais il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'intérêt. Puis je rajouterais aussi, dans le contexte du lab, la technologie est souvent développée au service de ça, ces contraintes-là de temps, de staffing, d'opération et tout ça. Fait que je supporte ce que François dit aussi dans ce contexte-là aussi. C'est une des grosses contraintes qu'on a tout le temps, puis on trouve des façons de passer au travers. Tu sais. OK, merci. Bonjour. Moi, dans le fond, je suis finissant dans un programme de réalité virtuelle à l'Institut Grasset et j'avais une question par rapport à quels ont été les plus gros enjeux que vous avez rencontrés par rapport à l'adaptation de la scénarisation et de la mise en scène plus théâtrale classique versus justement la transition vers des technologies un peu plus immersives. Je ne sais pas si ça fait du sens comme question. Quels ont été les plus gros enjeux? Les enjeux, ils sont... Moi, je dirais... peut-être que quand on commence... puis moi, ça m'est arrivé de commencer plusieurs fois, là, fait que c'est pas... Je ne reviens pas nécessairement bien en arrière, mais puis encore aujourd'hui, j'aime commencer. Quand on commence, on se pose des questions sur le médium, on se dit, bien, comment ça marche, comment ça va marcher? Très rapidement, on est ramené à la question de base qui c'est de quoi qu'on parle. Alors donc, moi je dirais, les enjeux ils sont dans le texte, ils sont dans le projet, ils sont dans la musique, ils sont dans dans le projet, dans les ambitions du projet. Quand je fais Parsifal, les enjeux c'est pas tellement de comprendre la mécanique du Metropolitan Opera. Les enjeux sont dans la partition, dans le texte qui est extrêmement cryptique dans les 5 ans qu'on va passer à essayer de déterrer un sens ou les sens de cette affaire-là. Donc, sont là les enjeux pour moi. Puis, juste rajouter là-dessus, c'est qu'on voit apparaître aussi un nouveau médium qui est les expériences immersives ou les expériences virtuelles. Il ne faut jamais oublier tout ce que François raconte ne devrait jamais être oublié dans ce contexte-là aussi. Tu veux connecter avec les gens, ton public, il est là. Imagine aller à un show où tu as juste des belles images, pas de son, pas de connexion humaine. Ben, il y a un intérêt qui peut se perdre assez rapidement. Tu sais. Là, tu tombes dans l'expérience muséale. Faire un show immersif, humain, pas d'humain, il faut que tu crées cette connexion-là, il faut que tu trouves les mêmes outils. Fait que pour moi, c'est la même recette dans un médium différent. Tu sais. Parfait, merci beaucoup. Hello. J'avais peut-être plusieurs questions en même temps. Vous avez parlé de l'évolution des technologies type NFT, métaverse et donc propriété intellectuelle virtuelle. Et je me demandais comment est-ce que vous envisagez l'évolution de ces technologies face à le 4e mur qui peut être brisé par rapport à des interactions qu'on peut mettre en place maintenant. Et comment en fait on peut imaginer la pérennisation de ces arts vivants et donc de la propriété d'un mouvement à la base corporel qui va être numérisé et qui peut être démultiplié, transformé ou... Donc voilà, c'est peut-être un fourre-tout de questions, mais... Oui, plusieurs, mais ça me donne le choix. Je peux répondre à celle qui me plaît. Bon, on dit que la technologie est secondaire, oui, peut-être, mais en même temps, elle est déterminante. Si on prend l'histoire du cinéma, par exemple, puis on est en train de la vivre, l'histoire du cinéma, un jour, quelqu'un invente 18 images par seconde, puis tout le monde est renversé. Après, il y en a 24. Après, il y a le noir et blanc. Après, il y a la couleur. Après, il y a le son.
ou le son avant la couleur. Et après ça, on passe au digital. Après ça, on passe à maintenant, une révolution qu'on est en train de vivre. Alors, oui, on peut dire que les artistes s'expriment puis la technologie est là pour les servir, mais Fritz Lang a fait le cinéma qu'il a fait parce que la chimie de l'époque nous donnait des images noir et blanc au contraste. Et là, ça a fait une amplification de l'expressionnisme allemand de l'époque. Alors, on peut faire tout un parallèle entre l'histoire des technologies et l'histoire et l'expression des artistes. Donc, comme quoi, la technologie fait aussi partie du propos, on s'exprime aussi avec ce qu'on a. Puis, ce qui se passe présentement, par exemple, au cinéma, ça se passe aussi au théâtre, mais le théâtre est un peu... ça fait 400 ans qu'on nous annonce la mort du théâtre. Et moi, ça ne mourra jamais, le théâtre. C'est dans l'expression essentielle de l'expérience humaine. Le cinéma non plus ne mourra pas, malgré que Wim Wenders nous dit ça depuis 1983. Ça ne mourra pas, mais ça se transforme. Ça se transforme. Là, soudainement, les gens sont à la maison, ils voient... par exemple, les streamers. Tout le monde est semblé surpris il y a 3 ans, mais moi, je travaillais beaucoup avec des musiciens de l'industrie à la fin des années 90, quand on a arrêté d'aller chez le disquaire, qu'on a acheté des disques, downloadé des disques à télécharger à partir de nos ordis. Je me rappelle de mon premier téléchargement, c'était une révolution. Cette révolution-là a entraîné une refonte complète du milieu, de la façon dont les artistes gagnaient leur vie, de la façon qu'ils rejoignaient leur public. Ça a été énorme, mais je me disais, il s'agit que le tuyau grossisse assez pour qu'on puisse passer un film. La même chose va se passer avec le cinéma. Ça s'est passé juste avant la pandémie. Les gens pensent que c'est la pandémie qui a fait l'explosion, mais en fait, la révolution des streamers qu'on attendait depuis 20 ans, ceux qui ont fait semblant d'être surpris, c'est presque des idiots parce que c'était tellement annoncé, tellement visible que ça se passerait, qu'un jour, à partir du moment où tu peux passer du 4K chez toi, ben, tu sais, mes films sont projetés en 2K dans les salles. C'est clair que si la technologie le permet, que les conditions le permettent, que peut-être que les gens vont rester chez eux, c'est normal. Puis ça, il ne faut pas résister. C'est une évolution technologique qui suit son cours, qu'il faut embrasser. Mais tout ça pour dire que ça s'est passé dans l'année 2019, entre Sundance, février 2019, et le Festival de Toronto. Le Festival de Toronto, cette année-là, il y avait 25% des ventes à des exploitants de salles, des ventes internationales. Donc, la révolution s'est passée là. La pandémie est arrivée, l'a complètement accélérée, amplifiée, qui fait qu'on se ramasse de l'autre côté, puis l'industrie du cinéma, telle que moi je l'ai connue, elle n'existe plus. C'est déjà fini. On est passé à autre chose. On est dans le régime, dans les studios de streamers. J'ai vraiment choisi 7,5% de ta question. Mais c'est vrai aussi du reste, c'est-à-dire que le 4e mur, oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets un casque à la tête d'un spectateur puis que tu l'invites au milieu de l'œuvre et non pas en retrait d'un 4e mur qui n'existe ou qui n'existe pas, bien, ça change les règles du jeu, ça ouvre toutes sortes de possibilités. Et puis, ben, c'est là, on est encore dans les premiers balbutiements. Moi, je suis assez encore... J'adore ce que Félix et Paul font et on fait. Je vois d'autres installations qui sont intéressantes, mais c'est très rare. Le mot immersif est complètement galvaudé. Il y a plein de gens qui se servent de ce mot-là pour dire n'importe quoi, une chose et son contraire. Mais je pense qu'on est à l'aube d'un nouveau chapitre, puis que ça va affecter le travail de mise en scène, puis le rapport qu'on entretient avec les spectateurs. Merci. J'ai de nouveau une question. Pour la question de la veille et de technologie et des médiums auxquels vous pouvez vous intéresser dans cette surconsommation de médias, est-ce que le jeu vidéo, c'est quelque chose auquel vous vous intéressez et que vous trouvez qu'il y a une évolution
qui mêlerait le théâtre, le cinéma et tout ce qui s'ensuit? Moi, je me serais probablement intéressé aux jeux vidéo, mais c'est comme quand on me demande est-ce que tu fais du voilier ou est-ce que tu joues au golf. J'ai pas ce temps-là. J'ai juste pas ce temps-là. C'est les directeurs photo qui font ces choses-là. Nous les metteurs en scène, on bosse sur les 8 prochaines choses. Non, jeux vidéo, mais j'ai échappé il y a... Je vais me permettre de me lancer. Mais dans le jeu vidéo, il y a quand même un médium du film, il y a des histoires qui sont racontées, il y a certains jeux vidéo, pas tous. Moi, je trouve le lien intéressant avec tout ce qu'on développe présentement en interactivité, le participatif, le public qui peut interagir avec le show. Donc, il y a quelque chose dans ce langage-là qui est intéressant à explorer puis qui peut être au service de ce qu'on fait à différents niveaux. Hein. Ça peut être un niveau de volume d'appréciation de la foule qui peut amener un éclairage plus intense, par exemple. Mais pour moi, ça, c'est une espèce d'hybride, de bridge entre un peu tous ces médiums-là. L'interactif devient au service de beaucoup de choses dans ce qu'on fait, puis c'est pas étranger au théâtre, c'est pas étranger au gros show non plus. Après ça, il est où l'intérêt? Ben, ça peut être un intérêt d'amener encore plus de connexion entre les humains sur scène et les humains dans la foule. Je ne sais pas si je réponds à ta question, là, mais je pense que je peux triggerer quelque chose pour François. Mais pour moi, il y a beaucoup d'intérêt dans le jeu vidéo parce que je fais de l'interactif, je fais de la vidéo dans la vie, puis c'est un outil de plus à notre arsenal. Puis on le voit, le lab n'est pas né, est né en grosse partie avec cette apparition-là des engins de jeux vidéo temps réel qu'on utilise pour le spectacle, qu'on utilise pour le cinéma. La production virtuelle, c'est ça. Là. On est en train d'arriver à un point où le monde du jeu vidéo, le monde du VFX est en train de collider avec tous les autres médiums parce que la base de création visuelle vient dans un outil commun. Puis ça va amener beaucoup de surprises, ça va amener beaucoup d'éléments hyper intéressants. On le voit déjà, là, moi qui ai été au cirque longtemps, on le voit déjà dans l'optimisation de la réalité d'opération, c'est-à-dire utiliser les kits de tracking là, que vous allez voir, là, ce que Raphaël a monté ici dans un point de vue d'une performance humaine, mais on s'en sert d'un point de vue très pratique pour tracker les performants puis bypasser les follow spots. Donc, il y a quelque chose de très core dans ce qu'on fait qui nous permet justement à la question de budget, là, de sauver de l'argent puis de la mettre à la place où c'est important. Le jeu vidéo est là. Puis on ne se cachera pas qu'on a des projets aussi avec des IP de jeux vidéo qui deviennent intéressantes sur scène. Les 7 doigts, avec les 7 doigts, on en explore quelques-uns. Fait que, clairement, ça s'en vient dans le milieu. Si on parle de... Il y a une chose, là, je vois le temps qui passe, puis il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier de parler, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que, encore une fois, la technologie provoque toutes sortes de choses. On peut voir ce que la moteur explosion a fait ou la révolution industrielle a fait dans la vie en société, mais tout le monde ici est bien conscient de ce que l'Internet, comment l'Internet a changé nos vies, comment les médias sociaux ont changé nos vies, et surtout dans les 10 dernières années. Et a beaucoup, beaucoup changé notre rapport au temps. C'est-à-dire qu'on est dans un... Je pense qu'on fait tous face. Quand on fait du théâtre, quand on fait du cinéma, quand on fait une œuvre qui dure plus que 14 secondes, 1 minute et demie, on fait face à un déficit d'attention grandissant. C'est-à-dire que... je m'inclus dans l'histoire. Comme tous les autres, j'écris des textos pendant que je marche sur la rue, puis quand j'embarque d'un taxi, je vais aller lire un article de journal. Donc, on est dans une expérience qui est de plus en plus fragmentée dans le temps. Et soudainement, si dans votre travail, vous avez le privilège d'avoir un public qui vous donne 1h30, 2 heures de son temps, 5 heures pour Parsifal, 6 heures en fait, où je suis allé voir dernièrement le collage que Alice Ronfort a fait de Michel Tremblay, où on a passé 14 heures dans le même théâtre, tout le monde ensemble. La libération de ça est extraordinaire. Et pour le metteur en scène et les gens de théâtre qui ont le privilège d'avoir un public qui est prêt à leur donner plus qu'1 minute et quart, il faut le reconnaître, ce privilège-là, et puis en faire... il faut le saluer, il faut le nourrir, il faut le chérir, il faut faire tout ça. Pour ajouter sur le temps,
beaucoup de jeux vidéo, c'est des expériences non linéaires ou un semblant de non-linéarité. Les bons jeux vidéo qui accrochent souvent, c'est qu'ils trouvent des techniques pour te ramener toujours au cœur de l'histoire puis t'engager dans tout ça. Le théâtre, le cinéma, c'est pas ça. Puis moi, je pense que c'est un élément qui est en train de s'explorer aussi. Comment on le voit dans les espaces médias sans humains, là, ou des open throughput, des espaces ouverts, mais comment garder ce focus-là, c'est quelque chose qui est très intéressant à regarder dans le jeu vidéo là, aussi. Mais même, par exemple, dans le non-linéaire, un artiste qui développe une installation non-linéaire, est-ce que l'attention du spectateur n'est pas aussi un but? Imaginons une installation où on se perdrait pendant 6 heures au lieu de la visiter en courant pendant 38 secondes. C'est quand même... On dit un peu la même affaire dans le sens où il y a un langage qui est développé aux jeux vidéo, il y a un langage dans l'expérience non linéaire qui est commun, puis là, il y a des parallèles qui peuvent se faire assez intéressants. Mais au final, il y a un début, il y a une fin, ou une absence de fin, puis c'est ça le propos, mais tu fais ta propre histoire. Moi, il y a quelque chose personnellement qui m'intéresse là-dedans. On pourrait... Est-ce une minute? Moi, j'ai une question pour toi. C'est quoi l'outil... Voilà. Donc, c'est quoi l'outil que tu aurais aimé avoir, l'outil de rêve que tu aurais aimé avoir ou que tu aimerais voir apparaître, puis comment ça aurait changé ou comment ça changerait, comment tu travailles en ce moment? La téléportation. Mon problème, c'est je pratique toutes sortes de trucs, mais vert, on va dire, j'ai une conscience de ce qui se passe, mais j'arrive pas à me débarrasser des vols d'avion. Là. Donc, si je peux me téléporter puis sans empreinte de carbone, là, ça, je serais vraiment content. Tu pourrais téléporter des artistes aussi sur scène ou des éléments de décor seraient malades. C'est une grosse contrainte, ça. Mais je pense que c'est la fin. Merci beaucoup. Merci.